Un invité, une liste de 10 morceaux, 1 heure pour en parler. C'est La Liste, une émission de radio diffusée sur Radio Campus Toulouse, présentée par Joe Kangourou. Et pour cette émission de reprise, la liste d'aujourd'hui est celle de Serge Lopez. Bonsoir Serge Lopez. Bonsoir. Vous êtes né à Casablanca en 58, 59 de parents espagnols, puis arrivé en France 3 ans plus tard. Votre adolescence, elle est plutôt bercée par le rock et la guitare rock avant que vous ne vous penchiez vers l'âge de 20 ans sur la musique de vos parents. Du coup, vous partez à Malaga pour un petit séjour de 2 ans pour vous imprégner de flamenco, et de retour à Toulouse au début des années 80, vous rencontrez Bernardo Sandoval, vous intégrez sa formation, vous participez à l'enregistrement de 3 de ses albums, il y en a eu quelques-uns tout récemment, et vous participez à la plupart de ses concerts. Cette aventure va durer une petite quinzaine d'années, puis vous accompagnez un temps un artiste brésilien de Rio, Renato Rezende, avant de monter vos propres formations, dont un trio que vous ferez jouer un peu partout dans l'Hexagone, mais bien au-delà de l'Hexagone, trio composé de Pascal Rolando aux percussions, un vieux camarade, et du regretté Jackie Grandjean à la basse, trio dont on vient d'écouter un extrait, un morceau, Paralus, que l'on peut trouver sur un des albums que vous avez enregistré avec ce trio qui s'appelle Quisiera. Trio qui vous permet de confronter le flamenco à d'autres univers. Vous dites d'ailleurs souvent que c'est Toulouse qui permet ça, parce que Toulouse c'est un carrefour de culture. Musicalement, votre approche du flamenco est assez lyrique et assez jouissive, entre formes classiques et impro jazz, rumba andalouse et bossa brésilienne, ballade langoureuse et samba de carnaval. Le traitement vocal diffère également de la tradition andalouse, là où le flamenco assume un traitement plutôt viril, aride et sans fioriture de la voix, vous refusez de forcer la vôtre, préférant une harmonisation vocale souple et aérienne. Vous participez en même temps que votre trio aux aventures de 100% collègues, des motivés d'origine contrôlée, collectif issu de la scène toulousaine. Vous accompagnez un moment Francis Cabrel, autant sur scène que sur disque. Vous avez également joué avec Zebda, avec Nilda Fernandez, les frères Amokrane, Swad Massi, Idir, dernièrement Big Flo et Oli, et monté il y a 5 ans un trio avec Bernardo Sandoval et Kiko Ruiz, vos 2 compères flamenquistes qui d'ailleurs ont été tous les 3 réunis dans une des formations de Bernardo Sandoval au milieu des années 80. Ces derniers temps, vous jouez aussi en solo, beaucoup, et en duo avec la chanteuse d'opéra Rachel et Maurice. On a pu également vous écouter au sein de l'Orchestre Symphonique National d'Équateur. Vous l'aurez compris, notre invité de ce soir est un homme de rencontre en perpétuel renouvellement. Serge Lopez, je vous ai demandé, c'était avant le confinement, d'établir une petite liste de 10 morceaux qui va nous permettre un peu de comprendre comment vous avez cheminé dans ce trajet quand même assez éclectique et plutôt foisonnant. Prêt pour le départ de cette liste ? Eh bien allez, on est parti. Et bien voilà, donc la liste de Serge Lopez, c'est ce soir dans La Liste, et ça commence avec ça. Voilà, pour un joueur de flamenco attaqué avec Voodoo Child de Jimi Hendrix, c'est pas courant. Et vous le disiez pendant qu'on écoutait cette intro, c'est magnifique. Déjà, pourquoi attaquer cette liste avec Jimi Hendrix? Moi, ça a été mon premier flash de guitare, on va dire, même de musique, je peux dire. Parce que je me rappelle, j'étais chez moi dehors une dizaine d'années, quoi, ça devait être à l'époque de Woodstock, et tout ça, une douzaine d'années maximum. Et j'ai vu ça à la télé, aux informations, ils parlaient de ce grand festival qu'il y avait eu, et il y avait un extrait de Jimi Hendrix qui jouait, je crois que c'est l'hymne américain, ouais, voilà, ça. Et j'ai pris un tel flash de voir la puissance du son, la libération par rapport à l'interprétation. Tout d'un coup, la musique devenait plus qu'un truc auditif, quoi. Ça devenait un véritable spectacle et une euphorie pour le cerveau. Enfin, je voyais tout ça, c'était plein de couleurs, c'était plein de trucs. Et j'avais aucune notion ni de la guitare, même que savoir que c'est une guitare électrique ou quoi que ce soit. Après, j'ai connu un peu l'histoire et je pense que ce qui m'a
profondément plu, c'est l'énergie débordante qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'il écoutait, Serge Lopez, donc vers 9-10 ans, en 69-70? C'est la musique des parents. Hein. Moi, mes parents écoutaient beaucoup de musique sud-américaine, de la musique de danse. C'était des cha-cha, de la musique cubaine. Voilà, de la musique espagnole très ancienne, ça me plaisait pas trop quand même à l'époque. Et donc je le disais dans le portrait qui a commencé cette émission, votre adolescence elle est plutôt rock'n'roll. Ah oui, ça a été donc après ce premier flash de Jimi Hendrix, mon rêve à partir de là ça a été d'avoir une guitare électrique et de voir est-ce que ça me faisait le même truc quand je l'avais entre les mains quoi. Et voilà, j'ai eu à 14 ans la guitare électrique. Ah ouais. Quelle marque, vous en souvenez? Ouais, c'était pas une vraie marque, ça s'appelait Lucky 7 by Egmont. Wow. Non, c'était une guitare moitié électrique, moitié jazz. Ah ouais, d'accord. C'était un truc un peu spécial déjà. Et vous étiez dans des groupes à ce moment-là, il y avait des premiers groupes, donc on est dans les années 74-75. Voilà, donc je vais avoir 14 ans. Voilà, au début non, j'étais vraiment tout seul. Hein, je apprenais ça, je savais même pas accorder la guitare, donc j'avais été chez Baron à l'époque pour acheter une méthode pour voir comment ça se passait quand même, parce que quand j'ai eu l'instrument entre les mains, j'ai dit merde, c'est pas comme ça, on se laisse aller, ça fait ça. Donc voilà, j'ai commencé à étudier tout ça. Et que je sais plus ce que je voulais dire. Et dans les groupes. Et oui, donc et en fait assez vite, moi j'ai travaillé pendant 2 ans comme ça un peu tout seul, avec des rencontres comme ça, pas ça. Et puis après, il y a un groupe de Bâle qui m'avait contacté et qui voulait c'était un groupe qui faisait que des passos, des tangos, et il voulait faire une petite partie un peu rock. Ouais. Donc il m'avait contacté pour ça, parce que c'était des gens du village où j'habitais, tout ça. Et voilà, et en fait on n'était que 3 sur scène. Hein. Il y avait un accordéon, un batteur et un guitariste. Ah ouais, c'est vrai que c'est minimaliste. Au niveau du petit village, c'est Montastruc la conseillère. Voilà, vous êtes de Montastruc la conseillère. On va écouter le deuxième morceau de cette liste. Voilà, une reprise d'un morceau des Beatles, des Trippers, par un immense guitariste sud-américain qui a fait sa carrière essentiellement aux États-Unis, José Feliciano. Voilà, José Feliciano, c'était un portoricain, je crois, qui est un peu le représentant de une espèce de nouvelle culture qui était alliée l'Amérique du Sud, effectivement, notamment avec la guitare acoustique, et en même temps le rock'n'roll. Et ça été pour moi la transition un petit peu. Je voyais bien que la guitare électrique, assez vite, j'ai eu une espèce d'insatisfaction avec ça, parce que je voyais bien que plus ça allait, plus j'achetais des amplis plus gros, plus je montais tout ça. Et il y avait le flash de la première fois. Ah ouais, là c'est très fort. Et puis après, là je dis bon, c'est fort. Ok, mais ça. Et après, je me suis rendu compte qu'avec la guitare acoustique, on pouvait en fait jouer très très bien, et que c'était aussi fort émotionnellement. Et quand j'ai écouté ça m'a fait un peu le même genre de flash. C'est-à-dire il y avait cette énergie là, mais avec une guitare acoustique. Alors là, pour moi ça a été. Et puis cette voix incroyable qu'il avait, José Feliciano. Et c'est quelqu'un que l'on pouvait entendre dans la bande son l'année dernière du film de Quentin Tarantino. Il était une fois Hollywood. Et le morceau d'intro du film de Tarantino, c'est là aussi une reprise de je sais plus quel morceau de rock de cette époque qui sert d'intro à ce film. José Feliciano, immortalisé en France pour le titre qui a fait danser tous les garçons et toutes les filles dans l'été, je pense 72-73, Que Sera. Ouais, d'accord. Que Sera. Ça c'était un slow. Allez, troisième morceau de votre liste, Serge Lopez. Voilà, un des rares morceaux qu'on aura l'occasion d'entendre dans son entièreté, tellement il est court. Ouais. Là, on fait un petit saut en arrière sur vos années d'apprentissage. Marcel Dady, Mayan Dance, Marcel Dady, très bon guitariste, mais surtout connu pour la méthode à Dady. La méthode à Dady, exactement. Moi, j'avais connu ça. C'est le premier qui vendait ses disques avec les partitions à l'intérieur gratuitement, quoi. Ils étaient distribués. Il fait des partitions, c'est des tablatures. Et voilà, j'ai découvert ça. Ça a été une phase énorme pour moi. Vous rappelez juste en 2 minutes qu'est-ce que c'est une tablature par rapport à une partition classique? La partition, en fait, c'est marqué avec des notes qui sont pareil pour tous les instruments, alors que la tablature, c'est spécialement pour la guitare. Et en fait, on a les cordes de la guitare, les 6 cordes, et avec des numéros sur les cordes. Et les numéros, c'est les numéros des cases. Et voilà. Et donc ça indique. Il faut quand même entendre la musique pour savoir ce que ça va faire, mais ça donne vraiment les indications où il faut mettre les doigts. Et avec des petites barres qui réunissent certains chiffres.
chiffres pour dire qu'il faut les jouer en même temps. Voilà, il y a des trucs comme ça. Des fois, quand ça joue tout ça en même temps, elles sont collées en temps avec une barre au-dessus. Et sinon, quand elles sont séparées dans le temps, tout ça, il y a quand même des croches, des trucs comme ça. Et donc, c'est vrai qu'une tablature, c'est 6 lignes. Voilà. Une portée classique, c'est 5. Voilà. Donc ça, la méthode Haddadi, c'est un instrument de torture sur lequel toute une génération va s'abîmer les doigts dès qu'il veut apprendre la guitare. En autodidacte. Tout d'un coup, c'est l'accès justement à ça, à la connaissance, à cette culture-là. C'était beaucoup autour de la culture américaine quand même, parce que ça vient des cow-boys américains. Et c'est surtout c'est surtout le picking, et Daddy, c'est surtout du folk. C'était surtout ça. Voilà. Et voilà, c'est super qu'on ait passé ce morceau, parce que moi j'avais. C'est vous qui l'avez choisi. Ah oui, génial. Parce que justement dans tout le répertoire de Daddy, c'était un peu atypique ça. C'était un morceau vraiment classique et qu'il a arrangé un peu spécialement, mais c'est vraiment un truc sud-américain. Ça. Et moi, j'avais commencé à bien travailler Daddy pendant plusieurs mois, tout ça, je travaillais beaucoup ça. Et à un moment donné, je tombe sur ça. Et alors là, je me suis jeté à fond la caisse dans ce morceau et j'ai découvert en plus ce truc qu'il y avait, tu vois, en passant de la guitare électrique, cette énergie forte, tout ça, après la guitare acoustique, mais quand même avec de l'énergie. Et tout d'un coup, je me rends compte de la puissance des notes et de la musique, quoi. C'est plus une question de volume, là, la puissance, en fait. Et comment ça peut nous toucher. Et là, j'ai commencé à toucher à ça. Et ce morceau, pour moi, ça a été le début, on va dire, de la réhispanisation de mon goût, quoi. Et c'est vrai qu'en écoutant ce morceau-là, on a l'impression de retrouver aussi votre phrasé quand vous jouez de la guitare maintenant. Ouais, non, mais j'ai travaillé ça et je le travaille encore, ce morceau. Et je suis pas arrivé au bout. Je pense que ce sera toute ma vie. C'est une espèce de référence depuis cette époque-là. Je le joue tout le temps. Ouais. Et c'est un peu votre Madeleine. Prochain morceau de votre liste. Pierre Bensoussan, d'abord, avant de nous parler un peu pourquoi ce morceau-là à ce moment de votre liste, qui est Pierre Bensoussan? Quelqu'un qui est peu connu du grand public. Voilà, très peu connu, mais très connu dans le monde de la guitare, vraiment. Parce que c'était quelqu'un qui a été au début de ce qu'on appelait les accordages d'Adgad. Ils accordaient la guitare différemment, en fait. C'est la guitare celte, on va dire. Donc c'est les Bretons, ça, qui utilisent ce genre d'accordage de guitare. Et lui, il en a fait un truc où il jouait pas que de la musique bretonne et irlandaise. Ah oui, parce que ça, on dirait plutôt de la bossa. C'est génial. Voilà. Et moi, j'avais flashé sur ce morceau. Donc lui, après ma période Marcel Dady, tout ça, c'était ça, plutôt. C'est-à-dire que c'était assez irlandais, quand même, dans le truc, tu vois, celte et irlandais, j'adorais ça. Et il avait un petit truc comme ça, et dans ce morceau, il y a un petit passage qu'on n'a pas entendu là, où c'est un petit bout, il y a 3 notes, qui a été un peu le début de ma composition. C'est-à-dire que c'est là que j'ai commencé à composer, parce que je l'ai un peu chouré, vraiment 3 notes. Je l'ai même joué à lui après, et il a pas reconnu, donc ça va. Je suis tranquille. Mais ça a été un peu le début, c'était c'était ça. C'est l'extrapolation de 3 notes qu'il avait, qui m'avait touché fortement, quoi. Et donc voilà, ça a été pour moi encore un tournant capital, quoi. Ouais. Comment vous le découvrez, ce guitariste? Bien, alors là, je saurais pas dire. C'est une époque où on écoutait beaucoup de choses. Je sais pas si vous avez connu Malicorne. Oui, tout le folk, le renouveau folk français, la bamboche, Alan Stivell. Exactement. Voilà. Mais moi, j'adorais tout ça. Mais j'adorais ce côté guitare, effectivement. Et lui, là-dedans, c'était un peu quelqu'un pas du sérail, parce qu'il y avait pas de milieu, quoi. Mais quelqu'un qui s'écoutait à cette époque-là dans ces milieux très autorisés. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait Anne Triskel qui faisait aussi ce style. Voilà. Ce style de musique. Voilà, et moi j'étais tombé sur lui comme ça, et après je l'ai rencontré, et là j'étais émerveillé de l'entendre jouer comme ça, le son qu'il a et tout. C'était une grande école, rien que de le voir jouer. Très bien. Allez, morceau suivant. Celui-là aussi, c'est un déclic pour vous. Ah ben oui, là c'est... Ouais, celui-là, on pourrait l'écouter encore longtemps. Paco de Lucia et Entre dos aguas. Serge Lopez, je disais, ça c'est un autre choc et un autre virage pour vous. Ouais. On peut dire que là c'est The Choc. Là, ça a été la folie, quoi. J'ai attendu ça. Là, ça rassemblait en fait mes origines, tu vois, dont j'arrivais à supporter mon hispanité quelque part que j'avais un peu refusé, tu vois. C'est la langue des grands-parents, c'était la musique des vieux, tu vois. Moi, je voulais être français, je voulais être là dans le move de ce qui est ici, tu vois. Et donc, c'était rock'n'roll. Et voilà, c'était plus rock'n'roll. Et là, quand je suis tombé sur ça me réconciliait complètement avec l'hispanité, et aussi tout d'un coup avec ce qui est un peu l'improvisation. C'est-à-dire que jusque-là, moi, je faisais que travailler des trucs, j'avais pas notion de qu'est-ce que c'était une improvisation, en fait. Et là, en écoutant ce morceau notamment, où il improvise la plupart du temps, je me suis dit, putain, on peut se balader sur des notes comme ça, au gré de notre bon vouloir, comme ça, et ça fait de la musique.
Et donc, pour moi, ça a été un peu la première initiation au jazz, en fait. Donc, c'était une ouverture de comprendre, en fait, ah, d'accord, c'est comme ça que ça se passe, on utilise ces notes-là sur tel accord, tout ça, quoi. Et c'est vrai que pour parler de Paco de Lucia et du jazz, faut se souvenir qu'à la fin des années 70, il avait monté un trio assez phénoménal avec Aldi Meola et John McLaughlin, où effectivement leur concert à cette époque-là, qu'on peut retrouver sur un album qui doit s'appeler Vendredi soir à San Francisco, c'est ça, hein, où ils n'arrêtaient pas d'improviser. Et c'était chacun son tour. Et si on a une chaîne stéréo, il y a le son qui se trimballe autour de la pièce. Enfin, c'est vrai que c'est cette époque-là. Qu'est-ce qui fait que quand on parle de Paco de Lucia, la plupart des joueurs de flamenco, au moins à Toulouse, le citent comme une de leurs références majeures? C'est mondial. Tous les flamencos du monde. Je pense, il y avait avant et après, quoi. On dit ça, c'est facile à dire, mais lui s'est inspiré de quelques maîtres, Sabicas, Ramon Montoya, des trucs comme ça qui étaient avant lui, et lui travaillait leur musique, mais il devait avoir un sens de la composition déjà un peu comme ça, parce que dès qu'il a commencé à composer, c'est devenu presque de suite, c'est très fort dans la tradition, mais avec quelque chose de plus. Je pense qu'il devait écouter d'autres musiques. Sa mère était portugaise peut-être, donc c'était pas, il était andalou, hein, évidemment, Algeciras, Cadix, ça vraiment c'était le creuset, hein. Mais sa mère était d'origine portugaise, donc déjà ça lui donnait comme une différence par rapport il n'était pas gitan, tu vois, et donc il s'est retrouvé de suite avec les gitans de là-bas, tout ça, qui eux, la tradition et tout ça, donc il a été obligé quelque part de maîtriser la tradition. Et à partir de cette tradition, ça se voit qu'il a écouté autre chose, parce que assez tôt dans sa musique, il y avait déjà des accords, on peut dire, des neuvièmes, des trucs comme ça, des trucs un peu, pas dire joli, dire c'est abrupt le flamenco, hein, voilà, il y a les 4 accords de base et normalement on sort pas de ça. Et lui, il a commencé à mettre des septièmes, à mettre des mineurs. Voilà, des mineurs, qu'on ne vous attend pas, puis des changements de tonalité, c'était pas prévu tout ça. Et puis, au début, il n'était pas apprécié. Moi, je me rappelle, j'étais en Andalousie en 81. Je voulais vraiment rencontrer Paco de Lucia, enfin, au moins le voir jouer. Mais les gens n'aimaient pas du tout. Ils disaient, mais c'est pas du flamenco. Voilà, il a été décrié. C'est vrai que maintenant tout le monde s'y réfère, mais dans les années 80-81, quand il a monté ce fameux trio avec les 2 autres Américains, et il a été traité de tous les noms par le milieu flamenquiste. Oui, c'était pas possible. C'était comme un traître, quoi, parce que c'était une des pointes. C'est un des plus jeunes qui a eu des prix de guitare en Andalousie. C'est très dur d'avoir des prix de guitare. Le niveau est énorme. Et lui, très jeune déjà, il avait des prix, tout ça. Donc il était toujours à la pointe, et tout d'un coup, il faisait des trucs avec des percussions, une basse, une flûte. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est vrai qu'il y a plein d'histoires qui tournent autour des légendes, qui tournent autour de Paco de Lucia. On raconte que l'introduction du cajon dans le flamenco, c'est lui, parce que c'est un instrument qu'on lui avait donné quand il était au Pérou. C'est exactement. Il avait vu ça jouer au Pérou, il s'est dit, putain, ça doit bien aller avec le flamenco. Et il en a ramené un pour son percu, qu'il a joué, il a dit, putain, mais ça, c'est carrément la batterie de chambre. Voilà, et le cajon, c'est un instrument maintenant du flamenco. Et pas que, hein, je vois, il y a plein de chanteurs qui l'utilisent. Vous disiez que vous aviez essayé de voir Paco de Lucia lorsque vous étiez à Malaga, dont vous partez en Espagne aux alentours de 19-20 ans. Voilà, 20 ans. Qu'est-ce qui fait que vous partez de Toulouse pour aller à Malaga? Disons que ça a été vraiment ce flash du flamenco. J'avais commencé à prendre des cours ici, et on n'arrêtait pas de me dire, ça n'a pas duré longtemps, pendant un mois. et on me disait, ouais, mais là-bas, tu vois, là on fait ça, mais là-bas, tu vois. Au bout d'un moment, je dis, bon, si c'est là-bas qu'il faut aller, je vais là-bas. Ça a été vraiment presque immédiat. J'ai tout laissé tomber, je suis parti avec ma femme de l'époque, déjà, qui est toujours la même. Qui n'était pas encore, mais qui allait le devenir. Voilà, qui n'était pas encore, effectivement, on sortait du lycée. Et après, on s'est retrouvés là-bas, et là-bas, ça a été la grosse galère, mais au bout de 15 jours que j'étais là-bas, je vois une affiche, et dans un parc d'attractions à côté du village où j'étais, il y avait Paco de Lucia qui jouait. Et qui jouait dans vraiment un parc d'attractions. Autour, il y avait les manèges, hein. Les gens, ils avaient rien à foutre. Et ça fait que moi, j'étais collé au premier rang comme ça. J'ai vu ça, il jouait 2 fois dans la soirée, j'ai vu les 2 fois, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu. Je me suis dit, moi, je veux être comme lui. Et comment s'est passée votre acclimatation à cette ville qui n'est pas la ville de vos parents? Je disais, vous êtes né au Maroc, à Casablanca. Comment s'est passée l'acclimatation là-bas? Vous alliez chez de la famille? Oui. Enfin, c'était pas de la famille, c'est des amis qui ont passé quelques années à Montastruc, la conseillère, comme ça, et qui a été très important pour moi aussi, parce que ils ont un peu renforcé ce goût de l'Espagne.
l'Espagne un peu plus cliché, tout ça, l'Espagne intelligente, l'Espagne qui réfléchit, l'Espagne qui a une culture énorme, tu vois, qui a des inventions, tout ça. Et ça m'a vraiment attiré. Mais d'en entendre parler, au bout d'un moment, on a envie de savoir. Ouais. Et on voit pas ce que c'est en une semaine. Donc quand je suis parti là-bas, je me suis pas fixé de date limite. En fait, c'est l'armée qui m'a rattrapé. Ouais, ça arrivait souvent à cette époque. On soit rattrapé par l'armée. À 22 ans, ils m'ont dit, toi, maintenant, tu rentres en France. Il y a plus de sursis possible. Là, c'est bon, t'as tout utilisé, là. Il faut le faire, le service, faut le faire. Pour revenir un peu à l'Espagne, donc vous y êtes quand même sur la fin du franquisme. Bon, la fin du franquisme, c'est 76-77. Non. Donc vous y êtes dans les 3-4 premières années de l'après-franquisme. La Movida est en train de se monter et d'exploser à Madrid. Quel souvenir vous avez de cette Espagne-là? Une Espagne déchirée. Franchement, encore. Ouais, parce que mine de rien, on peut dire le franquisme est fini, mais il y avait quand même beaucoup de franquistes, tu vois, et ils ont pas disparu comme ça, notamment dans la garde civile et tout. Et il y a eu des angoisses. Moi, je rappelle, j'étais là en 81 quand il y avait eu une tentative de coup d'État de Tejero qui était rentré dans l'Assemblée nationale, qui avait tiré des, qui était rentré au Cortés. Nous, on était là, j'étais en Andalousie et on a vu ça en direct à la télé, quoi. Et du coup, ça a été paralysie totale du pays. Et même nous, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver là? Ouais. C'était la crainte du retour des fascistes. Là, ça y est, Valence, il y avait les chars dans la rue. Enfin, c'était un enfer, cette histoire. Et puis finalement, le roi, à 4h du matin, il a parlé, il a dit non, je soutiens pas le truc. Et donc, tout le monde en prison. Tout le monde est rentré dans ces casernes. À part ce souvenir d'une Espagne fracturée, il y a artistiquement, musicalement, culturellement. Le début, quoi. Le début de tout ça. C'est le début ils appelaient le flamenco rock. Ouais. Tu vois, il y avait des groupes qui s'appelaient Triana, des trucs comme ça, c'était les premiers, avec Ketama. C'était des groupes qui démarraient leur truc pendant qu'on était là-bas. Et nous, on suivait ça avec grand intérêt parce que c'était les fils de flamenco, tout ça, mais qui, pareil, avaient écouté d'autres musiques. Ils avaient écouté de la salsa, ils avaient écouté du jazz, tout ça. Et ça transpirait dans leur musique. Moi, j'adorais ça. Mais les gens n'aimaient pas beaucoup. Les gens du peuple, on va dire, eux, ils voulaient vraiment qu'on fasse Manolo Escobar, enfin, les trucs prévus, quoi. La musique, j'allais dire, traditionnelle andalouse. Voilà. Ils voulaient ils avaient peur que ça se perde, alors ils voulaient qu'on fasse tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 2 ans, vous rentrez à Toulouse? Il y a 2 trucs. Déjà, il y avait l'armée qui me rappelait, donc j'étais obligé, sinon je pouvais plus rentrer en France, ça. Mais après, il y avait aussi que j'en avais marre. Je trouvais, au bout d'un moment, ce milieu, justement, un peu traditionnaliste et tout ça, ça m'a gavé. Je me suis dit, j'avais envie de dire souvent, putain, mais écoutez d'autres musiques. Il y a la musique brésilienne, il y a le rock, le jazz, la musique hindoue. Il y a de la musique de partout sur la planète. Et si on s'inspire pas et si on l'écoute pas, il nous manque quelque chose. Et ça, au bout d'un moment, j'avais l'impression, d'être comme une espèce d'île où tu parles toujours de la même chose, tu vois toujours la même personne. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Ça veut dire que, par contre, vous avez été un peu intégré à la scène flamenca de là-bas. Vous avez joué, vous avez rencontré des musiciens ou pas du tout? Très occasionnellement comme ça, parce que le plan, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de scène organisée vraiment. Tu avais quelques stars comme ça, Paco de Lucia, Manolo Sanlúcar, tu en avais 2 ou 3 qui tenaient le marché un petit peu. Tout le reste, ils jouaient dans les tablaos. Et c'est là que donc c'était le milieu-là que j'ai connu. Moi, c'est le milieu de la rue, on va dire. Et qui sont devenus après des vedettes. Mais à l'époque, c'était pas du tout organisé comme ça. Et quand on n'était pas quelqu'un du coin, on rentrait pas dans ce milieu-là. Difficile. Disons qu'il faut pas entrer en compétition. Si jamais on t'amène en disant tu vas jouer les trucs de Paco et tout ça, c'est pour ça que moi d'entrée, j'ai fait mes propres falsettes, comme on dit. J'ai fait mes propres exercices. Voilà, tu vois. J'avais mes petites choses qui faisaient que je rentrais pas en compétition. Et de suite, c'était assez sud-américain et assez brésilien, notamment. Mais voilà, ça fait que je rentrais pas en compétition avec leur énergie sauvage. Allez, on continue. Un son, même si sa guitare électrique, on l'entend pas trop, pas dans ce début de morceau, mais un son qui est facilement reconnaissable, celui du groupe de Pat Metheny, dont là on est dans le milieu des années 80. Voilà, c'est ça. C'est après mon retour d'Espagne, tout ça. Les copains que j'ai été très heureux de retrouver, eux, ils avaient écouté encore d'autres trucs que j'avais pas écouté, et donc un jour je tombe sur ça. Avec le son, quoi. Moi, ça a été pas de Metheny, c'est le son, l'intelligence des compositions, les arrangements avec les voix, et ce son un peu spatial, mais profondément ancré dans la terre aussi. Moi, j'ai vraiment flashé sur Pat Metheny. Quand vous dites l'intelligence des compositions, en quoi elles sont intelligentes, ces compositions? Elles sont intelligentes parce qu'elles sont pas très compliquées.
finalement. Et c'est ce que j'aime finalement dans les côtés une musique, c'est que ce soit pas un labyrinthe, quoi. Que je me perde pas, essayer de suivre où est la mélodie, où est le machin. C'est assez facile à suivre, il suffit de se laisser aller comme ça. Et c'est très dur à faire. C'est-à-dire quand on est en train de composer, d'essayer d'avoir des mélodies qui sont suffisamment accrocheuses quelque part, mais en même temps originales. C'est-à-dire que d'avoir une proposition. Et voilà. Et lui, je trouvais qu'il avait tout ça. C'est pas classifiable. Tu vois, moi au début, je savais pas que c'était du jazz, hein. Au début, on me dit, ouais, c'est un guitariste de jazz. Et là, et en fait, oui, il fait beaucoup d'impro, tout ça. Donc, c'est cette culture jazz, mais qu'il a sublimé un peu avec, il y avait des Sud-Américains qui jouaient avec lui. Il y avait, à un moment donné, il y avait Richard Bona qui a joué avec lui aussi. Et il y avait des percussionnistes brésiliens aussi qui jouaient avec lui. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé finalement quelque chose qui me parlait. C'est cette énergie, les voix là. Moi, depuis ado, je suis fan de ça. C'est vrai que c'est assez étonnant de vous entendre parler de composition, d'arrangement pour quelqu'un qui a pas appris la musique. Ouais. Et faut le dire et le répéter, vous êtes un autodidacte de la guitare. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez appris avec la méthode Haddadi, qui n'est pas une méthode musicale classique, mais qui est une méthode très empirique. Comment on fait pour composer sans connaître la musique? Là, ça fait partie des mystères qu'on aime bien ne pas élucider. Tu vois, c'est-à-dire que ça fait partie de cette magie, tu vois. Si on la décortique, c'est comme le rêve. Quand on essaie de se rappeler précisément un rêve, il nous disparaît sous les doigts, tu vois, et finalement, on n'a plus le truc. Et ça, c'est un peu pareil. C'est des moments où je m'y attends pas, où il y a une inspiration, on va dire, un truc comme ça, qui vient. Je bosse beaucoup quand même, je suis 10 heures par jour sur la guitare. Hein. Et à un moment donné, il se passe un truc, un enchaînement de notes qui me fait un effet, tu vois, et ça part de là. Alors, des fois, ça s'arrête là, et des fois, ça se continue un petit peu, puis le jour d'après. C'est très long, j'ai des processus très longs, moi, vu que je suis autodidacte, je peux pas écrire la musique. Voilà, parce que j'allais dire comment on les note après, ces inspirations. Voilà. Tout reste dans la tête. La tête et les doigts, le corps, et puis c'est une répétition, mais vraiment, si tu vis à côté de chez moi, tu ne pourrais plus. Je joue que la même chose pendant des jours, quoi, tu vois. Et c'est essayer de trouver finalement l'état qui va bien. Et si jamais ça marche pas, s'il y a quelque chose qui heurte ou qui moi-même me gave, là, j'arrête de suite et je passe à autre chose tranquillement. Ça veut dire que jouer de la guitare pour vous, c'est autant trouver des accords qui vont bien ensemble que trouver la position pour les jouer. Exactement. Ah oui, alors là, c'est du yoga. Là, et là, de plus en plus, vu l'âge avançant et tout ça, les douleurs sont là. Donc, on est obligé un peu de faire attention à tout ça et de savoir que la position, faut pas rigoler avec ça, quoi. Faut muscler les bons muscles du dos, des bras, les épaules, comment est la pression sur la guitare, tout ça. Donc, un bon morceau, c'est une jolie mélodie, mais aussi une position du corps et le rapport corps-guitare qui fait que c'est pas compliqué à jouer non plus. Voilà. C'est que c'est possible. Moi, il y a même des morceaux que j'ai travaillé à l'époque que je retravaille maintenant parce que je me rends compte que dans mon évolution, à cette époque-là, j'étais calé de manière que ça me paraissait pas spécialement difficile. Et quand j'essaie de le jouer maintenant, je me dis putain, mais comment je faisais? C'est vraiment incroyable, quoi. Comme le cerveau, il a aussi déprogrammé des choses. Allez, on va écouter le morceau suivant qui va nous entraîner de nouveau dans le jazz dont vous venez de nous parler un tout petit peu. Miles Davis, So What? Miles Davis, parce que voilà, là c'était à l'époque, je commençais à bosser avec Bernardo Sandoval, et on écoutait beaucoup de musique, c'est ça. Et ça c'est surtout la rencontre avec un musicien qui s'appelait Hakim Bournan. Oui, contrebassiste, voilà. Donc avec Philippe Léoger pendant très longtemps. Voilà, et là on s'est vraiment intéressé au jazz de plus près. Voilà, on va dire, parce que là Hakim pour ça était super et il nous faisait des nuits entières où il nous faisait découvrir en nous disant quoi écouter aussi. On l'écoutait puis il nous racontait l'histoire, des trucs de Coltrane, des trucs que nous on écoute ça, c'était dans tous les sens. Il dit non, attends, là il est en train de faire ça, mais après il va faire ça. C'est incroyable, quoi, d'avoir accès à ce type d'écoute. Le décryptage de la composition. Ouais, c'est ça. Et puis de l'improvisation, parce que la plupart du temps, c'était à part ça qui était. Mais il aimait nous raconter, par exemple, comment s'est passé l'enregistrement de ça, de So What, tu vois, où les mecs, ils se voyaient avant, ils n'avaient pas joué ensemble, ils savaient pas ce qu'ils allaient jouer, et c'est Miles qui dit bon, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et après, faites de la musique. Et je trouve le résultat vraiment incroyable. Comment il rentre dedans, la contrebasse, le son qu'a chaque musicien. C'est vieux, ça combien 1960, c'est même 50. 50, ça doit être 56 ou 57. La notion du son, du swing, ça, ils sont
c'est intemporel, on peut dire, c'est même pas moderne. C'était voilà, ça sera toujours moderne, ça. Voilà. Et ça a été pour moi un grand flash, une grande leçon de musique. Et cette arrivée aussi, et cette entrée dans le jazz que vous aviez eu avec Pat Metheny et que vous avez aussi en suivant avec Miles Davis et un tas de musiciens qui vous sont amenés, donc vous le disiez, par Hakim Bournan, qui avec Christian Tonton Salut a formé la rythmique toulousaine avec laquelle tous les musiciens... Le Mandala, l'époque du Mandala. Voilà. Nous, on était tous les soirs là-bas et on les écoutait jouer, ils nous écoutaient jouer, on jouait ensemble. Ça, pour moi, ça a été une richesse incroyable. Et c'est vrai qu'on en parlera dans 2-3 secondes, mais c'est vrai que Hakim Bournan était sur les premiers albums de Bernardo Sandoval auquel vous avez participé. Ce morceau So What qui avait été remis au goût du jour au milieu des années 90 par un guitariste anglais, Ronnie Jordan. C'est vrai, c'est super. Qui en avait fait une jolie version nettement plus acid jazz là pour le coup. Plus rapide, mais qui était bien. Qui était une jolie version. Ça voilà, moi je dirais l'exemple d'intelligence de composition, le mec il a quand même qu'une phrase. Il a que ça. Et il fait ça, il l'a fait 4 fois, il la monte d'un demi-ton, il l'a fait 2 fois, il revient dessus, et ça y est, on a en fait tout le blues qui s'est développé, il a tout le cycle, et à partir de là, on y va. Ça improvise. Et ça, moi, ce genre de principe, c'est un peu comme tout de la musique hindoue, c'est se mettre d'accord sur un truc commun, mais à partir de là, que ce ne soit qu'un tremplin pour aller dans l'inconnu. Vicente Amigo, ça aussi, une autre vedette, un autre cadre de la musique espagnole, avec ce mélange du flamenco avec d'autres choses. C'est ça qui vous plaît chez cet artiste? Ouais. Ça a été un autre flash, pas comme Paco de Lucia, parce que c'est un descendant de Paco de Lucia, comme nous tous. mais il arrivait avec encore une autre couleur. Il y avait déjà des guitaristes que j'adorais, Tomatito, ça, qui étaient vraiment les gens proches de Paco et de l'époque de Paco, que j'adorais, qui étaient dans cette culture flamenca et tout ça, mais qui étaient, qui n'avaient pas cette différence harmonique-là. Lui, il est arrivé avec quelque chose, pour moi, pas de plus, on va dire de différent. Voilà, et qui m'a touché profondément. Avec ce travail et ces arrangements entre la guitare et la voix, on vient d'en entendre aussi un petit bout, et je me dis que c'est des alliages que vous aimez bien. On a écouté tout à l'heure Pat Metheny qui faisait aussi ça. Dans vos albums, le morceau qu'on a écouté en début d'émission, Paralus, mais il y a aussi Quisiera. Il y a ces mélanges harmonieux entre la guitare et la voix qui sont, la voix étant juste un peu en dessous, qui vient renforcer la ligne mélodique de la guitare. C'est un peu votre marque de fabrique, ça aussi. Je n'ai pas réfléchi spécialement, mais je sais que c'est des trucs qui me touchent, qui me touchent aussi chez les autres. Donc évidemment, moi, si je fais que de la guitare, au bout d'un moment, je sature un peu du son de la guittre. Quand j'écoute un disque de guitare, c'est dur à écouter un disque que de guitare pure comme ça. Et même les concerts, je vais plus trop voir des concerts entiers de guitare parce que j'ai un peu de mal, je m'ennuie un peu. C'est quoi on va dire pour un guitariste. mais c'est vrai que, et du coup, quand il y a quelque chose qui change, ça me réveille l'intérêt. Et la voix, pour moi, c'est quand même le plus bel instrument du monde. Parce que on parle bien de voix, c'est pas des chansons, c'est des voix qui viennent souligner la mélodie, mais qui viennent. Et donc toutes ces utilisations, ça me plaît. Il y a une que j'aimerais bien bosser, c'est Leila Martial. Tu la connais peut-être. Oui. J'adore ce qu'elle fait. On s'est retrouvés en séance pour François Dorembus 2-3 fois. On a bossé un petit peu ensemble comme ça. Et vraiment, j'ai flashé sur l'utilisation de la voix. Voilà, c'est un violon, c'est une contrebasse, c'est ce qu'on veut. Dans le même ordre d'idée, sur Toulouse, il y a aussi une Frédérica Alesina qui est un peu dans ce style là. Et c'est vrai que je le disais en début de rencontre, le flamenco, la voix est très aride. La voix, elle est très sèche, elle est très virile, elle est très rock. Il n'y a pas de fioriture. C'est vrai que vous êtes sur une autre démarche du traitement de la voix. Parce que ça, c'est culturellement, il faut vraiment être dedans pour l'écouter déjà, le comprendre, ce que c'est le chant flamenco et le pratiquer. Alors là, moi, je serais totalement incapable. Si on n'est pas né dedans, c'est pour pas dire qu'il y a des gènes, mais il faut l'avoir écouté très tôt pour oser se lancer de cette manière-là sur les notes, tout ça, parce que c'est vraiment c'est pas chanter, c'est un truc là, c'est proche du cri. Tu vois, elle vient donc, et c'est maîtriser le cri pour en faire du chant. Il faut vraiment savoir où on va. Tu vois, la gorge, elle est pas placée pareil. Tu vois, on parle plus au fond de la gorge. Il faut qu'il y ait du volume. Parce que à l'époque, le chant flamenco, il vient de l'époque, il n'y avait pas de sono, évidemment. Et puis, il faut avoir la rage.
Et voilà, il faut avoir quelque chose que ici on n'a plus trop. Maintenant, on est là avec les masques. Allez, on écoute le prochain. Ça, c'est La Vida, et on retrouve un peu le patron, le boss, ouais. Bernardo Sandoval, donc extrait de la bande originale du film d'Emmanuel Poirier, western, qui lui avait valu une victoire de la musique, ouais, un César de la musique, vers 2007, 2008, quelque chose comme ça. Je me souviens plus les dates. Mais fait, il a eu un César de la musique pour cette bande originale. Bernardo Sandoval, vous le disiez tout à l'heure, que vous rencontrez lorsque vous rentrez de Malaga, et quelqu'un avec qui vous travaillez pendant une quinzaine d'années. Voilà, là on a passé beaucoup de temps à travailler ensemble. Et c'est vrai que c'était les débuts de ce métier pour moi, c'est-à-dire qu'on n'était pas intermittent, on galérait bien quand même. Hein. Ça, mais on était tellement heureux de faire ça, on répétait tous les jours, on travaillait plus que les concerts, ce qui nous plaisait, c'était répéter. Donc on travaillait beaucoup, on écoutait beaucoup de musique et tout ça. Et voilà, ça a duré pendant tout un moment, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse un choix et que je reparte travailler avec quelqu'un d'autre pendant un moment. Et après, je suis revenu avec lui pendant encore quelques années. Et là, après, je suis reparti. En trio, là? Voilà, là, c'était mon trio. Là, j'avais plus le temps de faire autre chose. Pendant 10 ans, j'ai fait que mon trio. Et en revenant et après tout ça, après le trio, au bout d'un moment, j'avais un peu marre. Et puis, de toute façon, c'était fini. Oui, c'était fini puisque Jackie Grandjean Jackie n'était plus là. J'avais pas envie de remonter. Il y a 6-7 ans. Voilà, j'avais pas envie de remonter autre chose. Pour moi, c'était la fin d'un cycle, tout ça. Et voilà, et on s'est retrouvé avec Bernardo. On s'est dit, à l'époque, c'était avec Kiko aussi. On s'est retrouvés, on s'est dit, putain, on se fait un trio. Enfin, c'était une proposition, en fait, d'une scène nationale, oui, non deux fois. Ouais, une salle qui nous avait proposé de faire ça, c'était eux qui nous a fait la commande. Ouais. Alors on a trouvé ça super, nous, l'idée. Et puis c'était Kiko, Bernardo et moi, on se connaît depuis qu'on est enfant, ça va, c'était facile. Est-ce qu'il y a une école du flamenco à Toulouse? Disons que moi je serais mal la plus sérieuse, la plus organisée, c'est Vicente Pradal. Voilà. Ouais. Vicente, lui, je me rappelle les premiers cours que j'ai été prendre de flamenco à l'époque, en 78, même, ou je sais pas combien, c'était là, avec Vicente Pradal. Après, un gars comme Bernardo Sandoval, qui est là depuis toujours, il a jamais donné de cours. Ouais. Donc, moi j'ai eu la chance qu'ils me disent, la première fois que je l'ai vu, j'ai demandé s'il donnait des cours. Et il m'a dit, j'en donne pas, mais le guitariste avec qui je joue s'en va, on se voit demain pour répéter, si ça va, tu restes avec moi. Et c'était le début. Ouais. Donc maintenant, je sais qu'après il y a eu au conservatoire, il y a eu un truc d'ouvert par Vicente Pradal, que pendant quelques années, mais qui est fermé maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quelques gens qui ont eu le diplôme pour enseigner le flamenco au conservatoire. Mais quand je parle d'école, je veux dire de style. Est-ce qu'il y a une façon de concevoir le flamenco qui est propre à Toulouse? Je me souviens par exemple, à un moment donné, dans les albums de Sandoval, et vous étiez encore là, on a vu apparaître un pianiste, donc Amestoy, Jean-Luc Amestoy, qui a renforcé cette musique-là et qui l'a envoyé dans d'autres sphères. Et c'est vrai que c'était des idées aussi d'arrangement de Bernardo Sandoval, qui partait un peu de la tradition. Et là aussi, Sandoval, vous, ou même Kiko Ruiz, ont pu être attaqués par les traditionalistes en disant ce qu'ils font, c'est plus du flamenco, même à Toulouse, quoi. Oui, bien sûr. Et est-ce que donc il y a une façon de concevoir le flamenco qui serait propre à Toulouse ou pas? Non, je pense pas, parce que finalement, le flamenco, chacun le fait à sa manière. Mais ce qu'il y a de super à Toulouse, c'est qu'on cohabite, je trouve, assez bien avec le milieu traditionnel et le milieu pas traditionnel, on va dire, hein. Parce qu'il y a quand même des écoles de danse à Toulouse, des danses flamenco qui sont pleines, hein, qui marchent très bien. Vraiment là, je sais pas comment ils font en ce moment, mais enfin, c'était toujours bourré. Et on est en contact avec ces gens-là. Et quand on se retrouve à faire des choses, on n'hésite pas à s'appeler les uns les autres et à se retrouver, soit avec la Morita, soit avec d'autres. Mais c'est ça qui est sympa, c'est que ici, en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'entre pas en compétition. Voilà. Et qu'on est là pour faire du bien aux gens et au flamenco lui-même. Alors si quelqu'un a quelque chose à proposer, où on trouve quand même la racine, tu vois, qu'elle soit pas, c'est sûr que si on prend des guitares électriques et qu'on fait des accords de blues, au bout d'un moment, on peut plus dire que c'est du flamenco. Non, c'est du blues. Voilà. Ou c'est du blues rock. On est parti ailleurs. Mais tant qu'on maintient ce truc avec nos guitares, nos manières de jouer, notre son, notre manière d'harmoniser et tout ça, tant qu'on restera dans cette veine-là, on peut dire qu'on a un lien avec le flamenco. Après, moi, je prétends pas faire du flamenco. Voilà, là, je pense qu'il y a plein de gens maintenant qui
qui enlève pas ce mot-là, mais qui rajoute autre chose, fusion, flamenco, jazz, flamenco, quelque chose, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression, en écoutant un peu toute cette veine musicale, je pensais aussi à Paloma, la fille de Vicente Pradal, qui est partie avec des musiciennes de jazz, même si elle revient sur d'autres choses maintenant, mais toute cette scène flamenca toulousaine, c'est qu'effectivement elle s'est toujours elle s'est souvent mélangée. Elle a souvent pris des apports du jazz, des Brésiliens qui vivaient à Toulouse, mais aussi des Sud-Américains qui vivaient à Toulouse. Enfin, il y a toujours eu des musiciennes de rock. Il y a toujours eu ce mélange. Vous-même, vous avez joué, je le disais tout à l'heure, avec Zebda, avec les Frangins Amokrane, sur leur projet autour des musiques du Maghreb et des chansons berbères. Mais vous avez joué avec des Brésiliens. Vous avez joué avec une chanteuse comme Nathanaël il y a quelques années, donc qui avait monté ce groupe de j'allais dire de renouveau folk. Au début, je me souviens plus ce nom de sa formation, mais vous l'avez aussi accompagnée quand elle est revenue toute seule. Vous êtes sur plein de projets et c'est vrai qu'on peut pas dire que vous fassiez que du flamenco. Non. Mais on m'a jamais demandé de faire autre chose que ce que je fais, quoi. On m'a pas demandé de prendre une guitare électrique ou une guitare folk. À chaque fois qu'on m'a appelé, ça a été pour faire quand même quelque chose de proche de ce que je sais faire. Ouais. Allez, on écoute le dernier morceau avec un autre univers, celui-là, pour vous. Là, c'est une balade de Debussy que l'on peut retrouver dans un album que vous avez sorti il y a un an et demi, avec l'Orchestre National Symphonique d'Équateur, sur un album où vous jouez du Debussy, du Ravel, du Satie. Là, on vous attendait pas. Ouais, mais je m'attendais pas non plus. Et qui avait été précédé par une autre expérience que vous avez eue avec le symphonique de la radio-télévision albanaise. Comment c'est arrivé cette envie de vous confronter à un symphonique? Moi, c'est une envie que j'avais depuis longtemps, mais que je pensais jamais avoir accès à ça. Et c'est en fait grâce à Nilda Fernandez. J'avais bossé sur un disque avec lui, et après il voulait faire une version symphonique de ça, donc il m'avait invité c'était à Cannes, on avait joué avec l'orchestre de Cannes, et on a accompagné ses chansons avec un symphonique, et moi je jouais pas trop avec le symphonique, mais je l'accompagnais sur quelques morceaux comme ça. Et là, avec la chef d'orchestre, à un moment donné, ça s'est super bien passé. Elle me demandait si je voulais faire la même chose à Cannes avec mon répertoire. Et moi, j'avais dit non à l'époque parce que je me la sentais pas. J'avais trop peur de cet univers, ces gens qui savent lire, c'est tous des profs de musique. Je me disais non, je vais flipper ma mère, c'est pas possible. Donc, elle a trouvé le moyen de me dire, ok, on va faire ça, on va poser des petits bouts de répertoire, des petits comme ça. Donc, elle adore Debussy. Et c'est là qu'a commencé l'histoire. Et elle avait un concert à faire à Tirana. Elle cherchait un programme et elle s'est dit, on va faire ça. C'est des morceaux, quelques morceaux à moi et des morceaux de Debussy, Ravel. Ce chef d'orchestre, c'est Nathalie Marin, voilà, qui habite du côté de Lyon. Voilà, et donc qui après a pris la direction du National d'Équateur, voilà, et avec lequel vous avez joué ce programme. Là, on l'a fait pour de vrai. Même question que tout à l'heure, comment on fait pour jouer du Debussy, où là vous improvisez pas, vous êtes sur une partition quand on lit pas la musique. Ah oui, il fallait que ce soit très précis en plus parce qu'ils rigolent pas. Mais en fait, c'est du travail. Moi, j'ai découvert comment ça s'appelle, pas une application, un programme qui s'appelle Sibelius. Et Sibelius, c'est un truc qui est fait pour les classiques, qui est fait pour écrire les partitions et tout ça. Et en fait, à un moment donné, on m'a montré que ça écrivait aussi les tablatures. C'est-à-dire que si je rentre en MIDI quelque chose là-dedans, il me sort la tablature direct. Après, avec l'écoute des disques, moi, parce que j'ai mis 2 ans pour faire ce projet-là, et en bossant beaucoup. C'est-à-dire que je mémorise après, Oui, parce que là, c'est un sacré travail de mémorisation. Et là, c'est 10 secondes par 10 secondes. On y va doucement. D'abord, c'est une ligne, et puis pendant 2 jours, après une autre, après voilà. Et donc ce programme, vous l'avez joué, vous en avez sorti un disque. Il y a des choses qui vont continuer avec un symphonique ou j'aurais aimé, cette année j'aurais dû aller en Tunisie là le jouer. C'est pas possible. Et puis là tout est en stand-by parce qu'on sait pas du tout ce qu'on va devenir, surtout à l'international quoi. Ça mais je l'ai joué à Cuba, je l'ai joué en Amérique du Sud, je l'ai joué aussi un peu en France du côté de Vienne, tout ça, en Albanie. Et voilà, et on a fait une tournée en Inde aussi, mais il n'y avait pas tout l'orchestre, c'était une réduction piano et pas la guitare. Et c'est un univers qui vraiment vous a porté ça? Ouais, j'ai adoré. En fait, beaucoup moins flippant que mon univers de concert solo, tout ça. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est des gens qui prennent le temps de répéter tout ça. C'est-à-dire que quand on allait faire un concert,
genre pendant une semaine, parce que l'orchestre on se connaît pas, hein, quand on arrive à Cuba comme ça, on connaît pas l'orchestre, on connaît pas. Donc une semaine avant ils ont les partoches, on se voit et on répète pendant une semaine. Ouais. Ça fait qu'après on fait le concert dans la même salle où on a répété, il y a le public en plus, il y a pas de stress. Voilà, donc ça c'était le Lopez avec le symphonique. La suite pour vous c'est quoi? On vous a vu pendant tout le confinement jouer tous les jours un petit set d'une demi-heure pour continuer à travailler votre guitare. Vous la travaillez 10 heures par jour, donc vous preniez une demi-heure tous les jours aux alentours de midi pour nous balancer de la musique et c'était plutôt agréable. La suite pour vous avez beaucoup joué cet été? Oui, finalement, c'est comme je le fais dans des petites formules en solo ou en duo, j'ai eu pas mal de trucs. Mais maintenant, je sais pas trop ce que va être l'avenir. Là, je suis en train de travailler sur un album avec ma fille. On est en train d'enregistrer, comme ça, on est à la maison. Ouais, et c'est vrai qu'on a pu en voir quelques extraits là aussi sur Facebook au printemps dernier. En tout cas, merci beaucoup Serge Lopez d'être venu ce soir donc partager cette liste. J'espère qu'avec ça on comprendra un peu mieux comment s'est tracé votre chemin musical. Bon vent pour la suite et je pense qu'on sera amené à vous revoir puisque vous êtes quand même un habitué aussi de Caramel Mou et que vous y venez régulièrement d'habitude avec votre guitare pour nous jouer aussi de la musique en direct. Voilà, donc la liste s'est terminée pour aujourd'hui et à votre place Serge Lopez, dans 15 jours on retrouvera Pascal Dessaigne, l'écrivain Pascal Dessaigne. Merci beaucoup en tout cas et d'ici là portez-vous bien.